Bonjour, c'est Farida. Une fois par mois, j'ai la chance d'organiser les cafés scientifiques de l'Université de Fribourg. Un moment particulier qui ouvre un échange convivial entre grand public, scientifiques, expertes et experts issus d'horizons divers. On y aborde des sujets qui interrogent, qui interpellent, qui fâchent ou qui rassemblent. Des thématiques qui nous concernent toutes et tous. Il ne s'agit pas d'une conférence tenue par des spécialistes, mais d'un dialogue de proximité totalement dirigé par les questions du public. Vous l'aurez compris, ces discussions sont les vôtres. Et cette année, nous avons choisi de vous les rendre par l'intermédiaire d'un nouveau podcast. Alors bienvenue pour ce premier café de la saison 24-25, intitulé « Divorce pour le meilleur après le pire ». En effet, aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. Il arrive parfois que, même après les promesses du mariage, on n'ait plus envie de se voir du tout et que les chemins doivent se séparer. En Suisse, l'histoire du divorce est documentée depuis le Moyen-Âge. Comment a-t-elle évolué ? Aujourd'hui, près d'un mariage sur deux s'achève par un divorce. Comment l'expliquer ? Quelles sont les pratiques actuelles et quelles sont les conséquences sur notre société ? Sur l'entourage, sur la notion de famille. Cette décision difficile est-elle toujours perçue comme un échec, tant dans l'intimité du couple que dans la perception sociale ? Le 18 septembre, dans la salle du Nouveau Monde, nos invités et une cinquantaine de personnes dans le public ont tenté de répondre à ces questions. Écoutez-les. Bienvenue à toutes et tous. Merci d'être aussi nombreuses et nombreux pour ce café scientifique autour du divorce. Une thématique qui concerne, comme l'a déjà dit Farida juste avant, beaucoup de monde. Soit vous êtes concernés de près, parce que ça vous concerne, vous êtes peut-être vous-même divorcé, vos parents ont peut-être été divorcés, votre frère, votre sœur. Le divorce est quasiment omniprésent dans la société, puisque les couples se défont. Parfois, on se promet de s'aimer jusqu'à ce que la mort nous sépare. Parfois, cette promesse s'arrête un petit peu avant, parce que finalement, quand il n'y a plus de sentiments, à quoi ça sert de continuer ? Pour parler de cette thématique du divorce, 4 invités ce soir, 4 femmes, donc un café scientifique 100% féminin, avec, pour commencer, tout au bout, Aurore Muller, historienne, qui va nous parler surtout de la période de 1960 aux années 2000, à peu près. On va aussi un peu élargir tout ça. À côté, Fiona Friedli, qui est chercheuse au sein de la faculté des sciences sociales et politiques de l'Université de Lausanne. Ensuite, nous avons Julia Reidi, assistante diplômée au département de droit privé à l'Université de Fribourg. Et à ma droite directe, Sylviane Thiel, metteuse en scène pour la compagnie de l'Effrancheté, avec notamment une pièce consacrée au divorce, au ressenti des enfants de parents divorcés. Comme l'a dit Farida tout à l'heure, prenez la parole, posez des questions, partagez des situations que vous avez vécues, réagissez aussi à peut-être quelque chose qui aura été dit. N'hésitez pas, ce café scientifique, il est là aussi pour vous, toutes et tous. Les divorces, on en parle beaucoup depuis pas mal de temps, mais depuis quand on parle des divorces dans la société ? Peut-être Fiona ou Aurore, vous pouvez prendre les micros et simplement parler. À quand remontent peut-être les divorces ? Merci Lauriane pour cette première question. Alors, de notre point de vue, le divorce remonte à partir du moment où il y a mariage. Dès qu'on commence à avoir dans le droit, de manière générale, le mariage, il y a des formes plus ou moins variées de divorce, de répudiation, de séparation qui commencent à exister. Ça se constate déjà dans l'Antiquité avec le droit romain, où on commence déjà à avoir des formes de divorce qui existent. Et ce qu'il faut retenir surtout, c'est que depuis le droit romain jusqu'à aujourd'hui, il y a vraiment différentes périodes au cours desquelles le divorce a été plus ou moins accepté et a été plus ou moins facilité ou limité en fonction des périodes. Par exemple, le cas français, il est assez intéressant.
On voit en 1792, avec le droit révolutionnaire, une ouverture au divorce, avec même un divorce par consentement mutuel qui existe. Et cette facilité au divorce, elle va être complètement coupée déjà en 1804 avec le code napoléonien qui vient vraiment limiter cette possibilité pour les conjoints. Donc on voit vraiment une évolution presque sur la durée de l'humanité qui varie fortement et qui oscille entre libéralisation et interdiction. Et au XXe siècle, le divorce, quelle place il a? Peut-être Fiona, quelle place a le divorce dans cette société du XXe siècle? Alors, dans la société, disons, en Suisse, on réglemente le divorce dans le droit privé, donc dans le droit civil. Et puis au XXe siècle, en fait, en Suisse, on va unifier le code civil, c'est-à-dire qu'avant l'entrée en vigueur du code civil unifié en 1912, chaque canton était doté de règles un petit peu disparates en matière de droit civil. Il y avait quand même une loi fédérale de 1874 sur le mariage et l'état civil. Mais en tout cas, voilà, le législateur va vraiment vouloir unifier au tout début du XXe siècle tout ce qui relève du droit de la famille notamment. Et puis à ce moment-là, sont codifiés justement et réglementer la manière dont on peut, les conditions pour se marier et les conditions pour divorcer. Et puis c'est le modèle du divorce pour faute qui est inscrit dans le Code civil unifié. Ce n'est pas du tout une particularité en Suisse, hein, c'est propre à nos pays voisins à l'époque. Et puis, comme le disait Aurore, en fait, on n'est pas dans un modèle ça précède vraiment ce qu'on appelle la libéralisation du divorce. Donc le fait de pouvoir finalement confier aux conjoints, aux épouses et aux époux le droit et la prétention de divorcer sur leur propre volonté seulement. Et puis ça, en fait, ça va arriver dans les années 60, dans les années 70, en Europe, en Amérique du Nord. Et puis en Suisse, on a du retard sur le plan législatif sur cette question, comme sur d'autres. Et puis, il y a beaucoup de discussions, il y a beaucoup de travaux législatifs qui sont entamés, mais qui vont aboutir que dans les années 2000, enfin, le 1er janvier 2000, où on introduit le divorce par consentement mutuel. Donc ça, c'est un petit peu pour le côté réglementaire. Après, sur le côté du divorce comme question sociale à divorce comme problème public, on voit, c'est très intéressant dans la période immédiate de la Deuxième Guerre mondiale et de l'après-guerre, que en fait, le divorce est un problème pour les autorités fédérales, comme beaucoup de comportements jugés à l'époque déviants, parce qu'en Suisse, le mariage est très important, faire famille conventionnel est très important, autant dans les cantons protestants que catholiques à cette époque. Et puis, dès la Deuxième Guerre mondiale, ça devient vraiment un problème, le divorce. Et en fait, ça ne cesse ensuite d'être quand même perçu comme un problème public. Et disons, sur la table du législateur, il y a toujours une question en relation au divorce, que ça touche aux époux, aux enfants, qui est traitée par le législateur, encore actuellement. Concrètement, c'était quoi alors le problème du divorce ? Alors, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que en fait, le mariage, tel qu'on le conçoit aujourd'hui, c'est une affaire privée. En fait, on fait famille, on fait ménage, mais en fait, c'est une question qui intéresse l'État. Et l'État se saisit du mariage et le réglemente. Ces questions sont passées en fait du giron de l'Église au giron de l'État à peu près en Europe au courant du 19e siècle. Et donc l'État s'intéresse à nos vies, mais pour tout un tas de raisons, et y compris le fait que la famille, c'est aussi une unité économique. Et puis en Suisse, on a vraiment ce principe aussi de subsidiarité qui implique que, en fait, c'est d'abord aux familles de se débrouiller économiquement seules, et puis ensuite peuvent intervenir les aides de l'État. Et en fait, faire famille implique aussi une solidarité économique. Et ça, c'est très important. Ça implique aussi des devoirs mutuels d'entretien, d'assistance, de mise en commun de ressources. Et quand on divorce, ça implique aussi des risques pour l'État, parce que ça implique des risques de pauvreté notamment. Et c'est aussi, et surtout sous cet angle-là, plus aussi sous l'angle de la déviance, je mets plein de guillemets, évidemment, selon les périodes historiques, comme on a pu considérer que c'était une déviance pour les mères d'avoir des enfants hors mariage, par exemple, jusqu'à dans les années 80. C'est une question vraiment de représentation. Mais c'est aussi pour des questions d'impact, d'effets économiques des séparations. Si on s'intéresse aux années 60, c'était il y a un petit moment, une cinquantaine d'années, bientôt une soixantaine d'années. Pour quelles raisons est-ce qu'on divorçait à l'époque, Aurore ? Le Code civil dont Fiona a parlé mentionne vraiment justement des fautes
que les conjoints devaient absolument mettre en évidence avec leurs avocats devant le juge pour avoir le droit de divorcer. Et parmi ces fautes, on a la principale qui revient le plus souvent dans les recherches qu'on a fait avec Fiona, c'est l'adultère. Ensuite, parmi ces fautes, il y a également les sévices et injures graves ou attentats à la vie qu'on dénommerait actuellement plutôt sous les termes de violence conjugale. Et il y a également d'autres fautes, notamment l'abandon de domicile et la maladie mentale, et je me rappelle plus, oui, le délit infamant. Si son conjoint a commis un délit qui porte atteinte à l'honneur de l'autre d'une manière ou d'une autre, ça peut aussi être un motif de divorce à cette époque-là. Donc des divorces qui se font simplement parce que les deux futurs ex-époux ne s'aiment plus, ça n'existait pas ou c'était moins présent qu'aujourd'hui ? Alors, je ne pense pas que c'était forcément moins présent qu'aujourd'hui. Il y avait d'ailleurs une clause encore dans le Code civil, qui est l'article 142, qui parle du divorce lorsque le lien est irrémédiablement détruit. On pourrait dire que c'est effectivement lorsque les gens ne s'aiment plus, mais ça ne suffisait pas devant le juge d'uniquement arriver avec cet argument-là. Donc même en utilisant cette clause, les époux devaient justifier les raisons, entre guillemets, pour lesquelles ils ne s'aimaient plus. Il devait dire « mon conjoint a tel et tel défaut, ma femme fait ceci de travers, mon mari boit, ma femme ne fait pas la cuisine correctement ». Enfin, il devait vraiment justifier les choses. Et il y avait des arguments qui avaient plus ou moins de poids devant le juge. C'est-à-dire, en fonction de la faute, on réprimandait peut-être différemment ou on prononçait d'autres choses ? Alors, disons que si le couple venait avec une faute d'adultère, là, le divorce était vraiment quasiment toujours prononcé. Sauf si l'adultère en question avait éventuellement été pardonné. Ça, c'est quelque chose qu'on trouve dans le Code civil et qui a aussi beaucoup d'impact, notamment dans le canton de Fribourg, où le juge vraiment examine cette question du pardon à chaque fois. Et si, imaginons que madame ait trompé monsieur, si monsieur peut prouver que madame lui a pardonné avec une lettre, avec une sœur, un voisin ou comme ça qui aurait expliqué ce pardon, le divorce n'est pas valable. Et aujourd'hui, où est-ce qu'on en est avec tout ça ? Est-ce que peut-être Julia ? Oui, alors aujourd'hui, cette notion de faute que tu as mentionnée ne joue presque plus de rôle. Donc depuis 2000, la requête commune de divorce est possible. Et puis là, il ne faut pas mentionner la motivation de divorce, il faut juste être d'accord sur le fait qu'on veut se divorcer. Et il y a aussi la demande unilatérale sans motivation qui est possible depuis 2000. Là, il faut juste qu'il y a eu séparation depuis 2 ans au moins. Et puis, il ne faut pas non plus prouver qu'il y a eu faute ou quelque chose. Mais cette notion de faute joue encore un petit rôle dans la demande unilatérale si ces 2 ans de séparation n'ont pas encore passé. Donc, en fait, si la continuation du mariage n'est plus supportable pour l'époux demandeur, pour des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables, le divorce peut quand même être introduit avant ces 2 ans. Et puis là, cette notion de faute joue encore un rôle. Mais aussi pour les conséquences du divorce, les effets, la notion de faute ne joue plus de rôle. On a tous, je pense, en tête un parent, un grand-parent peut-être, qui a vécu en couple, qui a vécu marié toute sa vie parce que à l'époque, on faisait en sorte de faire tenir un couple, on supportait, on surmontait aussi peut-être des épreuves, alors qu'on pourrait avoir cette impression qu'aujourd'hui, c'est plus facile de défaire un couple qu'à l'époque de nos parents ou grands-parents, en fonction de la génération de chacun. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est plus facile de divorcer qu'à l'époque ? Qui est-ce qui peut répondre à cette question ? Peut-être Aurore ? Alors, je pense que d'un point de vue juridique, effectivement, c'est plus facile avec, comme l'ont dit Fiona et Julia, pardon. Effectivement, d'un point de vue juridique, c'est plus facile parce qu'il y a eu l'introduction de ce consentement mutuel. Mais je pense que d'un point de vue moral ou d'un point de vue strictement personnel, les choses restent quand même assez similaires. Après, ça, c'est quelque chose qu'on a de la peine à répondre, en tout cas moi, parce que nous, on travaille à partir des dossiers, à partir des archives. Et pour répondre à cette question, il faudrait rentrer dans la tête des gens. Il faudrait questionner des divorcés ou des parents de divorcés, des enfants de divorcés plutôt. Et que dit alors la société de ces divorces entre toute cette période, cette deuxième moitié du XXe siècle ? Là aussi, la perception de l'entourage, de la société semble, en tout cas de mon point de vue, avoir évolué.
Est-ce que dans vos travaux de recherche, vous avez aussi constaté peut-être des évolutions à ce niveau-là? Peut-être Fiona? En fait, en Suisse, on a quand même un peu une petite particularité par rapport à nos pays voisins. C'est vraiment l'importance quand même du mariage. En fait, on reste un pays quand même encore aujourd'hui, malgré le déclin relatif quand même et progressif de cette institution maritale, où on se marie beaucoup. Donc le couple aussi, la majorité des personnes sont en couple en Suisse, et le mariage reste encore la forme de vie d'union privilégiée par les couples. Et aujourd'hui, en fait, parmi les couples qui ont au moins un enfant de moins de 25 ans, 70% sont mariés et seulement 10% sont en union libre. Et le reste est soit des foyers monoparentaux ou recomposés. Donc voilà, c'était quand même une petite parenthèse pour dire oui, on parle beaucoup du divorce, mais en fait le mariage, ça reste encore la forme d'union quand même la plus répandue. Pour répondre à la question de la perception du mariage, alors peut-être, en tout cas d'un point de vue de sa régulation, de la manière dont il est perçu par les autorités aussi publiques, moi c'est vraiment plutôt là-dessus que j'ai travaillé. Ce qu'on observe, et qui n'est pas pour le coup propre à la Suisse, c'est qu'en fait il y a eu un transfert qui s'est opéré entre l'encadrement ou le contrôle des unions conjugales, donc justement de la relation de couple, qui était vue au début du XXe siècle, au moment où on a introduit le Code civil, comme une forme d'union indissoluble. Si on se marie, c'est pour la vie, à quelque part. C'est pour ça aussi qu'il y avait des conditions pour divorcer, qui devaient être validées par des juges. Et on est passé de cet encadrement du couple, progressivement, à l'encadrement de la parentalité. Si on est parent, c'est pour la vie. Mais par contre, il y a une forme d'autorisation à avoir envers cette flexibilisation des unions conjugales. Mais par contre, les autorités, les pouvoirs publics s'intéressent beaucoup plus et encadrent beaucoup plus les relations parents-enfants et aussi les devoirs d'assistance, d'éducation, d'entretien, pour que ça perdure en fait aussi au-delà de la désunion. Donc voilà, il y a en fait vraiment cette donc moi ce que j'appelle cette désacralisation du mariage au profit justement de la parentalité. C'est aussi ce qui est observé chez nos pays voisins. Encore une fois, c'est pas propre à la Suisse. Je vous rappelle que vous avez le droit de prendre la parole pour partager, réagir, poser des questions. Donc n'hésitez pas, manifestez-vous, après ce sera trop tard. On le disait, 70% des personnes qui vivent en couple sont mariées, c'est conséquent. De l'autre côté, selon des chiffres qui remontent à mai de cette année, 40% des mariages se terminent en divorce. Ça reste quand même un chiffre qui est considérable, qui a pas mal augmenté aussi ces dernières années. Dans les années 80, on parlait plutôt d'un mariage sur 3 qui se termine en divorce. Aujourd'hui, c'est presque 1 sur 2. Comment se passent ces divorces aujourd'hui? Alors, on a pu évoquer toutes ces fautes ou alors cet accord commun entre les futurs ex-époux. Mais comment ça se passe dans les faits, ces divorces? Si je peux juste me permettre juste une toute petite précision qui a quand même son importance, c'est 70% des couples qui ont un enfant de moins de 25 ans qui sont mariés. Et en fait, ça pose la question justement de à quel âge on divorce. Parce qu'en fait, on peut très bien... la plupart des divorces se passent en fait, une fois que les enfants sont majeurs. Voilà, ça a comme son importance par rapport à la question des enfants. C'est très bien. On parlera d'ailleurs justement des enfants plus tard et de l'impact des divorces sur les enfants. Mais d'abord, donc, un mariage presque sur 2 qui se termine en divorce. Comment se passent ces divorces dans les faits? Peut-être Julia? Oui, alors en fait, ça dépend un peu du motif de divorce, comment on a introduit la procédure de divorce. Donc si ça se passe sur une requête commune et puis on a accord complet, en fait on prépare une convention avec les effets du divorce et puis si cette convention sera ensuite ratifiée par le juge si elle joue quoi. Et puis donc là c'est la solution la plus simple entre guillemets. Et c'est aussi possible que la procédure soit introduite sur requête commune, mais qu'il y a seulement accord partiel. Ça veut dire que le couple est d'accord sur le fait qu'il veut se divorcer, mais il n'est pas d'accord sur les effets ou pas sur tous les effets. Et puis là, il y a peut-être une convention sur quelques effets, mais pas sur tout. Et puis le reste sera tranché par le juge. Aussi, quand il y a sur demande unilatérale, ça sera aussi tranché par le juge. Et puis, s'il y a des enfants mineurs,
on peut faire des conclusions communes sur les effets qui ont en lien avec les enfants, mais ça sera toujours au juge de décider. Donc on ne peut pas juste faire une convention sur les effets sur les enfants, mais ça sera toujours examiné plus profondément par les tribunaux. Fiona, tu travailles notamment tu es en train de faire une recherche sur l'analyse de plusieurs dossiers de divorce dans les cantons de Fribourg et de Vaud entre donc, les années 60 et 2020. Dans ces différents dossiers, est-ce qu'on arrive à voir comment se passent ces divorces? Est-ce qu'on arrive à voir les éléments sur lesquels les futurs ex-époux s'écharpent? Ou alors, qu'est-ce qu'on apprend avec toutes ces analyses, ces études, ces recherches? En fait, ce qui est intéressant, c'est que justement, quand on arrive à la procédure de divorce, en tant que telle, vraiment, la conflictualité souvent est évacuée, en tout cas n'apparaît pas dans les dossiers. Parce que bien souvent, en fait, les parties, les parents, les époux et les épouses se sont en fait entendus au préalable, et puis en fait, à ce moment-là précisément, sont dans plus de 90% des cas d'accord sur à peu près tout. C'est très rare, en fait, nous, dans nos dossiers qu'on examine, de voir à ce moment-là encore de la conflictualité. Ça peut bien entendu arriver, mais c'est marginal. Mais ça ne veut pas dire, par contre, qu'il n'y a pas eu de conflictualité. Ça veut dire qu'elle a été traitée, qu'elle a été gérée. Et en fait, on est vraiment sur un modèle maintenant, déjà de forme de médiation, mais qui peut se passer dans différentes instances avec des avocats ou des conseils auprès d'associations, mais aussi au sein même de la justice. Parce qu'avant de divorcer, vous pouvez aussi être séparés pendant de longues années, en fait, avant de vraiment arriver à ce stade de la procédure où vous divorcez. Et puis vous pouvez même être passé plusieurs fois devant la justice pour régler en fait des questions. Et de même, après avoir divorcé, vous pouvez encore retourner devant la justice pour réexaminer certains aspects, notamment des questions liées aux enfants. Donc voilà, en fait, il faut vraiment comprendre aussi les parcours judiciaires en fait, sur le long terme. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on focalise énormément sur cette question de la conflictualité, mais en réalité, les accords sont très présents pour différentes raisons qu'on pourrait développer plus tard, mais que ce soit justement les outils, maintenant, et une forme de pression quand même à faire justice, à participer soi-même à l'élaboration de la décision qui nous concerne. C'est vraiment un nouveau modèle de justice négociée qui s'est imposé depuis 30 années à peu près. Mais aussi pour plein de raisons et de normes sociales aussi, et de conventions, et aussi d'effets qui dépassent les individus. On pourrait encore discuter, notamment sur la question du partage de la garde, des accords en la matière. Ça renvoie beaucoup aussi à la manière dont on lien en fait, avec la politique familiale en Suisse, au fait que c'est aux femmes majoritairement de prendre en charge les enfants, que c'est elles qui réduisent leur taux de travail. Donc il y a beaucoup, disons, on pose beaucoup la question du divorce à partir des individus, et c'est normal, mais en fait les individus, ils vivent dans une société. Et cette société, elle est très contraignante à plusieurs égards, et elle pèse sur les choix individuels. Donc il faut un petit peu prendre aussi de la distance. On a une première intervention dans le public. Bonsoir. Bonsoir, merci. Ça m'intéressait de savoir, peut-être si on prend depuis les années 2000, parmi la part des divorces, quels sont ceux qui ont été prononcés uniquement pour les couples mariés au civil et ceux religieusement? C'est-à-dire peut-être est-ce que l'importance de la religion fait que les couples divorcent moins parce qu'ils se marient aussi devant Dieu? Est-ce que ça joue un rôle ou absolument pas? Merci pour cette question. Est-ce que l'une de vous a une réponse ou des éléments de réponse? Aurore. C'est une question très intéressante et en fait on se pose aussi un peu cette question dans notre projet de recherche avec Fiona, quel est l'impact de la religion sur le mariage et sur le divorce. C'est pas si facile de répondre dans le sens, nous on travaille à partir vraiment de dossiers des archives judiciaires, donc on regarde vraiment ce qui passe devant le tribunal et là on a des couples, par exemple je pense si on prend les années 60 à Fribourg, on a certainement uniquement des couples qui sont mariés autant au civil qu'au religieux et je pense que cette part elle diminue quand même progressivement au fur et à mesure qu'on avance dans le temps dans notre direction, mais après on peut pas, en tout cas moi j'arrive pas à vous donner des chiffres précis par rapport à ça. Ce qu'on constate aussi dans nos archives, c'est qu'il y a non seulement des dossiers de divorce, mais aussi des dossiers de séparation de corps, où là on a des couples qui veulent vivre séparés et qui demandent à vivre séparés, mais qui veulent pas le divorce. Donc on suppose que ces couples-là sont certainement justement empêchés par la religion, certainement catholique à Fribourg, de divorcer, tout en voulant quand même avoir la séparation. Ça vous va comme réponse? Super. N'hésitez pas, si d'autres personnes ont envie de prendre la parole, c'est le moment.
On parle de toutes ces raisons qui font qu'on divorce, les procédures peut-être aussi. Parlons à présent des victimes collatérales, si on veut bien, de ces divorces, les enfants de divorcés. On a souvent peut-être entendu des couples dire « oui, mais on va rester ensemble pour les enfants », mais à quel moment cette réflexion fait sens ? Est-ce que l'une d'entre vous veut venir sur la question ? Sylviane, tu es en train de mettre en scène, tu as mis en scène une pièce justement où on parle des émotions des enfants de divorcés. Comment est-ce qu'ils vivent en fait la séparation de leurs parents, de ces deux personnes qu'ils aiment, mais deux personnes qui finalement ne s'aiment plus. Comment est-ce que tu as pensé cette pièce ? Alors, effectivement, c'est une réflexion personnelle. Je ne peux pas répondre sur comment vivent les enfants, comment les enfants perçoivent le divorce. Je pense de toute façon, c'est un deuil à faire. Et puis, le fait de reconstruire quelque chose d'autre, une vie qui change, un changement, quoi, voilà, à faire. Moi, en fait, cette question, donc je fais du jeune public, je travaille pour les enfants. Ça fait longtemps que je m'adresse aux enfants, que j'essaye de vraiment trouver des thématiques qui leur sont chères, qui leur parlent vraiment. Et là, en fait, le point de départ de cette pièce n'est pas le divorce. Je suis quelqu'un de très visuel et je suis partie sur un spectacle qui se passe dans la tête d'une petite fille. Vraiment, c'est-à-dire que les personnages de ma pièce sont des neurones, des cellules, des organes de la petite fille. Et la petite fille, les parents, le grand-père, etc. ne sont représentés que par une voix off. D'accord ? Donc, ma scène de théâtre, je pense que vous avez entendu parler du film Vice Versa, qui se passe dans la tête d'un enfant, où moi, il y a une autre inspiration qui me parle plus, mais qui est une vieille série des années 80, que vous avez peut-être vue, pour les personnes qui sont plus âgées ici. C'est l'histoire de la vie, avec où on était à l'intérieur du corps humain, et puis souvent, on avait des maladies, ils étaient blessés, etc. Puis il y avait des petits globules blancs, comme ça, dans des vaisseaux spatiaux qui allaient combattre. Et moi, je me souviens, c'est un moment très fort, parce que je me souviens petite de conscientiser, en fait, l'intérieur de mon corps, de voir comment ça se passe. J'ai trouvé ça très intéressant. Donc, bref, je pars sur un visuel comme ça, qui se passe à l'intérieur de la tête d'un enfant. Moi, je ne m'intéresse pas quand c'est blessé, mais plutôt sur l'imagination, l'imaginaire d'un enfant. C'est ça que je trouve passionnant. Un enfant de 7 ans, 8 ans ne réfléchit pas comme nous. Moi, mon garçon de 7 ans est absolument persuadé qu'il y a une petite souris qui va sous son oreiller chercher une pièce, qui va chercher sa petite dent pour l'échanger contre une pièce. La réalité, la fiction, c'est poreux. C'est-à-dire, c'est fou, en fait, de me dire, je cohabite avec un petit être qui a cette magie en lui. Je trouve ça absolument formidable. Donc, bref, j'ai envie d'aller chercher cette magie ou cette façon de penser. Et après, une fois que j'ai eu mon point de départ visuel, je me suis dit, quelle thématique aborder ? Et là, le divorce est venu peut-être parce que, bon, de façon tout à fait personnelle, je crois que c'est ma sœur qui se séparait et puis qui divorce. Et je me disais, c'est fou, c'est un divorce qui se passe bien. Ça peut passer très très bien. Vraiment avec des parents qui arrivent à discuter et tout. Et j'étais épatée de les voir se séparer comme ça. Et ça, c'est le point de départ peut-être un peu personnel comme ça. Et puis, le fait d'être à l'intérieur de la tête de l'enfant me permet une distance salutaire avec cette question des émotions. Je vous donne un exemple. Par exemple, à un moment donné, la petite fille pleure, craque. Elle discute avec son grand-père. Et puis, le grand-père dit, c'était difficile ces derniers temps à la maison, n'est-ce pas ? Et la petite fille, elle dit oui, j'entends toujours les parents, ça part sur des petites choses, des reproches, puis tout à coup ils crient, etc. Donc elle a beaucoup tenu, etc. Puis là, crise de larmes, elle lâche les larmes. Mais nous, on est à l'intérieur de son cerveau. Donc nous, ce qu'on voit, c'est des petites cellules, des petits neurones comme ça qui enfilent des cirés, et puis qui commencent à écoper de l'eau, et puis qui enlèvent l'eau parce que c'est une grosse crise de larmes. Et ensuite, boum, après cette crise de larmes, il y a de la dopamine parce que ça fait du bien de lâcher toutes ces pleurs, en fait. Donc de comprendre aussi comment ça fonctionne nos émotions et que cette crise de larmes, voilà, elle évacue, c'est un grand nettoyage intérieur. C'est des images au théâtre, on poétise la réalité en fait. Donc voilà, je trouvais qu'aborder ce sujet qui peut être douloureux, qui peut-être, j'ai des enfants qui vont venir voir cette pièce et qui vivent cette situation-là, qui ont des parents qui s'engueulent, où c'est tendu, parce que moi, la pièce de théâtre, c'est avant c'est-à-dire, les parents n'arrivent pas à communiquer, ils se disputent, et puis cette petite fille est au milieu de ses cris. Et voilà, donc c'est ça un peu l'histoire, et ça me permet cette transposition, voilà. Est-ce que avoir un enfant, quand on est un couple marié qui souhaite divorcer, ça complique peut-être d'une certaine manière les procédures, notamment quand on parle de garde alternée, garde exclusive, droit de visite, pension alimentaire. Est-ce que toutes ces choses compliquent peut-être, ou oui, quand même compliquent les procédures de divorce, Yulia ?
Oui, alors je pense que quand il y a des enfants mineurs qui sont impliqués, c'est toujours plus compliqué que quand il n'y a pas d'enfants. Et puis c'est souvent ces questions qui posent de plus de problèmes à trouver un consensus. Donc justement, contribution d'entretien, garde, la garde alternée que tu as mentionné, qui est de plus en plus encouragée quand même, et puis de plus en plus fréquente. Donc on essaye de trouver une solution où les deux parents s'occupent, pas forcément à 50-50%, mais peut-être 30-70%, on parle toujours de garde alternée. Donc ça c'est une bonne solution je pense, mais là il faut quand même que les parents s'entendent, peuvent collaborer encore, qu'il y a une entente entre les parents, sinon ça ne va pas marcher. Donc, je pense que s'il y a consensus, ça peut quand même bien se passer, on peut se trouver, mais c'est toujours quand il y a un conflit que ça se complique aussi au niveau juridique. On a une autre intervention dans le public. Bonsoir. Oui, bonsoir. On a parlé du cadrage de l'État, etc. Moi, je voulais savoir est-ce qu'il n'y a pas un aspect protection dans le mariage, protection des individus faibles, tout simplement, parce qu'il s'agit de survivre et de se débrouiller. Donc, dans le cadrage de l'État, je verrais plus un effet social de protection des individus. Alors, c'est exactement ça, en fait. Et puis, en fait, le mariage, le divorce, c'est réglementé par le droit civil. Et en fait, le droit civil, c'est le droit qui régit les rapports des individus entre eux, en fait. Et donc, c'est un contrat aussi. Le mariage, c'est un contrat. Et quand on divorce, on casse le contrat. Et puis, justement, la responsabilité de l'État à cet égard aussi, c'est de dire, mais en fait, quand on judiciarise ces procédures, c'est-à-dire qu'aussi, en fait, les juges sont garants aussi de protéger les intérêts de la partie faible du contrat. Donc, évidemment, contrôle et protection vont quand même toujours de pair. C'est vrai que là, dans mon intervention avant, j'ai insisté plus sur la question contrôle, mais en fait, ça va de pair. Et notamment protection contre les risques économiques. Parce que, encore une fois, notamment sur les questions économiques, pour les femmes qui renoncent à exercer une activité lucrative, à travailler pour s'occuper, travailler en dehors du foyer pour s'occuper de leurs enfants, parce que dans un système où l'État ne prend pas en charge cet aspect-là et où ça repose sur les familles et que pour tout un tas de raisons de conventions sociales, de normes, ça repose sur les femmes, en fait, elles sont aussi protégées du manque à gagner, en fait, qui résulte de cette situation. Et en fait, les juges doivent normalement aussi être garants qu'au moment du divorce, il y ait un partage équitable si le couple a souscrit au partage des acquis, ce qui règle généralement le cas, c'est le modèle par défaut. Et justement, aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est qu'en fait, la situation des femmes mères de famille monoparentales, elle est encore pire économiquement quand elles sont pas mariées, parce qu'elles ont encore moins de protection. Et là-dessus, c'est vraiment aussi un aspect en fait sur les conséquences du divorce, qui est aussi, on parle beaucoup des causes, mais les conséquences du divorce sont aussi très importantes à soulever, notamment les conséquences économiques inégalitaires. Et ça, peut-être, c'est aussi quelque chose sur l'engagement. Disons, sous le giron de la famille patriarcale, les choses étaient très simples. L'homme était le chef de famille, il décidait, mais il y avait aussi cette responsabilité de pourvoir économiquement à sa famille. Et puis, on était dans un modèle de division très, très clair des tâches, qui a été remis en cause par les femmes notamment. C'est pas du tout pour dire que c'était une bonne chose. Mais aujourd'hui, on est passé justement dans un modèle formellement plus égalitaire, mais dans une société qui demeure inégalitaire. Et on se retrouve dans des situations au moment du divorce où en fait les parties, elles ont un petit peu oublié ce devoir de solidarité. Et puis ça, c'est vraiment un aspect quand même fondamental, c'est que justement il y a cet aspect protection par le mariage, mais aujourd'hui qui tend quand même vraiment à disparaître parce qu'il y a cette injonction aussi à s'entendre, à s'accorder. On renonce à beaucoup de choses souvent dans ces prétentions. Et ce que moi j'observe et ce qu'on observe dans nos statistiques aussi, c'est que les femmes renoncent aussi souvent aux prétentions auxquelles elles auraient droit économiquement. Et ça, c'est aussi un effet contemporain, des pratiques contemporaines qui est assez austère pour les femmes, dont on pourrait poursuivre la discussion. Merci beaucoup pour cette réponse, merci pour cette intervention. Et on en a directement une nouvelle. Merci, bonsoir. Je voulais poser une question par rapport à un autre type d'union qui est le partenariat enregistré. Est-ce que vous avez du recul par rapport à ça? Est-ce que les taux de succès ou de séparation sont équivalents au mariage ou il n'y a pas d'influence par rapport au type d'union? Qui est-ce qui peut répondre? À nouveau, Fiona. Mais en fait, en Suisse, on n'a pas de PACS pour les personnes hétérosexuelles, hormis dans le canton de Genève, en fait. Donc le PACS était pour les... Maintenant, il y a le mariage pour toutes et tous. Mais donc, il faudrait peut-être voir dans d'autres configurations nationales, s'il y a notamment en France, s'il y a des différences. Mais moi, en tout cas, je l'ignore. Je ne sais pas si mes collègues, elles ont des réponses.
Peut-être qu'on reviendra là-dessus dans quelques années, dès qu'on aura donc un petit peu de recul. On parlait de ces enfants qui sont là, qui peut-être provoquent des conflits encore plus dans les couples pour savoir qui est-ce qui va pouvoir avoir la garde, comment est-ce que ça va s'organiser. Dans les dossiers que vous examinez, vous constatez les répercussions que pourraient avoir les enfants dans les séparations, Aurore ou Fiona? Alors dans les dossiers plutôt anciens, des années 60 à 90, on constate qu'il n'y a pas en fait encore énormément de questions qui se posent autour des enfants. On donne en fait la majorité du temps la garde et l'autorité parentale à la mère. Et c'est seulement vraiment, disons, à partir de 90-2000 que les choses vont commencer à évoluer et qu'on va commencer justement, quand on passe de ce régime de divorce pour faute au consentement mutuel, on s'intéresse plus aux motifs mais aux conséquences. Et c'est là qu'on va voir vraiment dans les dossiers un peu émerger cette conflictualité autour des enfants, même si, comme l'a dit Fiona, souvent nous dans nos dossiers on a le produit fini avec la convention où ils se partagent les choses, où ils disent voilà, on a décidé ça, et on n'a pas forcément toujours le recul sur tout ce qui s'est passé dans les cabinets d'avocats avant. Donc on aimerait bien y accéder plus, mais ça manque un peu. Mais on a quand même quelques éléments de réponse aussi avec, grâce à la cumulativité de la recherche et au fait qu'il y a d'autres enquêtes. Peut-être sur ce point-là, c'est quand même important de souligner que justement la place de l'enfant dans la procédure du divorce, et des séparations aussi, elle est passée d'objet du droit à sujet du droit. Donc vraiment, il y a une transformation dans la manière dont l'enfant, avant, faisait partie des effets accessoires du divorce. On divorce, et puis qu'est-ce qu'il y a comme étape? Prononce le divorce, mais ensuite, il faut régler tous ces effets accessoires. Le partage du patrimoine, qui garde la maison, qui garde la voiture et qui garde les enfants. Donc, voilà, c'est un peu... L'enfant, c'était vraiment un objet du divorce. Et c'est devenu un sujet. Évidemment, c'est une très bonne chose, et qui n'est pas non plus sans poser problème pour les juges. Moi, j'ai fait beaucoup d'observations dans les tribunaux. Disons, les juges sont quand même un tout petit peu réticents aussi, souvent à auditionner les enfants. Plein de raisons qu'on pourrait mentionner. Mais par contre, sur la garde en tant que telle, ça, moi, en tout cas, dans mes recherches, mes observations, et puis c'est confirmé aussi par des recherches similaires, ce qu'on observe, c'est que c'est vraiment beaucoup moins un objet de conflictualité que les questions économiques, encore une fois. Et aussi les questions de prise en charge de l'exercice des relations du droit, ce qu'on appelle le droit de visite entre le parent qui n'a pas la garde et le parent qui a la garde. Et pourquoi? C'est parce qu'en fait, la question de la garde, finalement, ça implique quand même une disponibilité le parent qui prend en charge, parce que c'est aussi une charge, on aime nos enfants, mais c'est aussi du travail, c'est une charge, évidemment. Et la question de la disponibilité du parent a toujours été en droit importante. Dans les années 70, oui, évidemment, on donnait plus souvent la garde aux mères, mais les mères qui travaillaient, les mères ouvrières, elles n'avaient pas la garde de leurs enfants. On les confiait à des tiers, à une grand-mère, à une tante, à l'assistance publique. Donc ça, j'aimerais quand même le souligner. Et aujourd'hui, c'est toujours la même chose, c'est la question de la disponibilité. Et en fait, les parents eux-mêmes reproduisent le mode d'organisation qu'ils avaient pendant l'union conjugale. Ils ne réinventent pas la roue au moment du divorce. Et là, en fait, ça reflète encore une fois des questions politiques, des politiques sociales, de politiques familiales, de structuration du marché économique qui dépassent les individus. En Suisse, on est encore dans une société où, justement, il y a une faible prise en charge publique de la garde des enfants. C'est aux familles d'exercer et ça revient plus souvent aux mères. Parmi les couples qui, encore une fois, ont un enfant de moins de 25 ans, 75% des femmes travaillent à temps partiel en Suisse, contre 14% des pères. Ça, vous voyez la différence. Et évidemment que ça se reflète au moment du divorce. Parce que pour exercer la garde alternée, il faut de la disponibilité. Si monsieur travaille à 100%, il ne va pas demander la garde alternée, très certainement. Et c'est ce qu'on voit dans nos dossiers. En fait, oui, la garde alternée, c'est encore une pratique minoritaire. Ça concerne à peu près 15% des couples qui se séparent. Et sans surprise, en fait, il y a une corrélation entre les parents qui exercent la garde alternée et les parents qui sont les deux à temps partiel et aussi qui sont plutôt dans des classes sociales aisées, qui ont des revenus confortables, ou qui peuvent justement externaliser le coût que représente la prise en charge de l'enfant dans des crèches, avec des mamans de jour, etc. Donc c'est aussi, encore une fois, une question économique et pas seulement individuelle. Merci. Une intervention dans le public. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je me posais la question, étant donné que 40% des mariages terminent en divorce, est-ce que ça ne vaudrait pas la peine de repenser cette institution? Est-ce que c'est quelque chose qui a été pris en charge par les législateurs? C'est peut-être un peu vaste. Mais... Est-ce que quelqu'un a une réponse? Difficile de répondre, difficile comme question. Peut-être un avis peut-être aussi personnel à donner, ou peut-être pas. Peut-être que votre question restera sans réponse. Ouais, c'est comme ça. Je peux essayer de répondre. On peut peut-être se demander s'il ne faut pas encore d'autres modèles que le mariage. Peut-être aussi une sorte de contrat qui est un peu moins contraignant que le mariage. Les PAC, comme tu as mentionné avant déjà.
Par exemple, après, je ne suis pas spécialiste, donc je ne peux pas vous dire comment ça se passe exactement, mais peut-être qu'il faut d'autres moyens pour quand même avoir un certain contrat, un certain soutien à côté du mariage. Ça peut effectivement peut-être être une piste. Merci beaucoup, Yulia. Une autre intervention dans le public. Alors moi, j'ai plusieurs questions. Est-ce qu'on peut se marier et divorcer à l'infini, ou est-ce qu'on peut aussi divorcer de la même personne plusieurs fois? Ensuite, combien coûte un divorce et jusqu'à combien de temps ça peut durer, la procédure? Merci. Alors, est-ce qu'on peut se marier et divorcer à l'infini? Je me tourne peut-être vers toi, Yulia, puisque tu es en droit privé, j'imagine. Alors oui, en principe, on peut le faire. Je vois pas pourquoi pas, mais après, c'est peut-être pas encouragé. Après, la deuxième question, c'était au niveau des coûts. Là, il y a une grande marge parce que ça dépend si on est d'accord sur les points. J'ai pas de chiffre exact, mais là, ça coûte beaucoup moins cher que si on entame une procédure qui dure une dizaine d'années, quoi. Mais je peux pas vous dire des chiffres exacts. Peut-être vous donner ce chiffre que j'ai trouvé en faisant quelques recherches, qui peut-être en partie, pas totalement, mais en partie répondre, c'est que actuellement, a priori, 60% des divorces se passent avec un avocat en Suisse, selon des chiffres de l'Office fédéral de la justice. Donc ça implique aussi des coûts d'avocat, mais ça signifie aussi de l'autre côté que 40% des divorces se font sans avocat. Donc ça va dépendre peut-être de la situation aussi, d'à quel point vous êtes d'accord entre vous sur ce qui peut se passer. Et au niveau de la durée d'un divorce, alors là aussi, ça peut varier en fonction des accords ou des désaccords entre les couples, mais on pourrait avoir une idée de... Peut-être que Fiona, Aurore, vous avez peut-être des éléments sur la durée des divorces dans les dossiers que vous avez dû analyser. Alors, je vais faire un petit moment promotion. Il faudra lire nos articles et livres qui vont sortir à ce sujet-là, parce qu'avec Fiona, on est justement en train de faire ces statistiques actuellement à partir de nos dossiers. Mais ce qu'on peut constater, c'est qu'en moyenne, les divorces durent quelques mois. Je dirais moins de 6 mois même, mais je ne peux pas répondre de manière formelle parce qu'on n'a pas encore terminé cette partie-là de notre travail. Après, on a quelques exceptions qui ont duré plusieurs années, mais je dois dire sur les environ 1000 dossiers qu'on a consultés, il y a peut-être 5 ou 6 cas comme ça, c'est ça, hein. Voilà, donc en moyenne, moins de 6 mois. Ça répond à vos questions? Parfait. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait une demande? Parfait. Une nouvelle intervention. Bonsoir. Bonsoir. Oui, je voudrais savoir, s'il vous plaît, quelle est la réglementation actuelle et les délais de divorce d'un homme migrant ou une femme migrante. Merci pour cette question. Est-ce que l'une de vous a une réponse concernant ces délais pour les femmes ou les hommes migrants? Yulia? Je ne sais pas si j'ai bien compris la question. C'est les délais pour introduire une procédure Une personne qui divorce, qui a 4 ans de mariage, est-ce qu'elle va avoir le droit de rester? Ou il va avoir le droit de rester? Ou est-ce qu'il va être renvoyé sans les droits de divorce? Ouais. Alors j'avoue que je n'ai pas les chiffres en tête, que je devrais consulter la loi pour vous donner une bonne réponse. Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre... Est-ce que quelqu'un d'autre a un élément de réponse pour venir au secours de Yulia? Après, pour les permis de séjour, ça dépend aussi de quel pays on est. Donc, si on est ressortissant de l'Union européenne, par exemple, on a plus de droits personnels à rester que si c'est d'un État tiers. Mais ouais, ça dépend si c'est un permis B ou un permis C. Ouais, vous avez tout à fait raison. Donc des délais existent, ils sont présents dans des textes de loi, mais on ne les a pas en tête là tout de suite. Une autre intervention, juste là-bas, vers Ibrahim. Je voulais rebondir sur la statistique avec les 40% de séparations qui se font sans avocat. Dans ce cas-là, comment ça se passe? Est-ce que le couple se met d'accord entre eux et puis vont faire tamponner leur accord chez le juge, ou c'est le juge quand même qui décide sur certains points? Alors comment ça se passe quand un divorce se fait sans avocat? Yulia? Alors oui, il faudra toujours passer par le juge. Le juge, il devra toujours ratifier la convention qu'on a créée ensemble. Donc dans ces cas, je pense que la convention a été créée sans l'intervention d'un avocat, mais les tribunaux, ils sont toujours impliqués. C'est eux qui prononcent le divorce. Ça signifie par exemple qu'un
couple qui souhaite divorcer pourrait se prendre un rendez-vous avec un juge pour se dire, ben voilà, telle date, on va divorcer, on vient, on signe un petit document et puis c'est bon, puis après on va boire un café. C'est un peu plus compliqué que ça quand même, mais ouais, en principe, oui. Est-ce qu'il y a d'autres interventions dans le public? Oui. Je voulais encore savoir si, à quel moment en fait un enfant peut dire, par exemple, j'ai envie de vivre chez papa, maman. À quel moment on prend en compte son avis? Est-ce qu'il doit avoir genre 16 ans où on prend pas du tout en compte son avis, s'il témoigne de quelque chose qui va pas ou... Oui, Fiona. Mais alors, en fait, en gros, l'enfant ses intérêts doivent être représentés dans la procédure. En fait, justement, maintenant, il est sûrement sujet de la procédure. Après, on part du principe que ses parents le représentent quand même. Hein. On ne le convoque pas de manière systématique, l'enfant. Si un des parents le demande, ou si il y a aussi une conflictualité telle qui est observée par le juge ou la juge, à ce moment-là, on peut établir une curatelle aussi de représentation de l'enfant, où on va nommer un curateur ou une curatrice à l'enfant pour représenter ses intérêts en disant ses représentants légaux, ses parents ne sont pas en mesure, là, dans le cadre de cette procédure, de le faire. Et puis sinon, ce que dit la jurisprudence, c'est que c'est recommandé à partir à peu près de 8 ans d'entendre l'enfant. En termes d'âge, parce que avant, c'est un petit peu jeune, enfin, voilà, en même temps, c'est des considérations qui sont appelées à évoluer. Mais ce qu'il faut aussi bien, ce dont il faut bien se rendre compte, puis ça rejoint aussi un petit peu la question précédemment sur vraiment comment ça se passe concrètement, c'est qu'en fait, les tribunaux, ils ont des activités, les juges dans les tribunaux, ont beaucoup de cas à régler. Hein. Les tribunaux, c'est vraiment, ils sont engorgés, il y a beaucoup de procédures, il y a tout un tas de contraintes aussi, de type managérial, etc. Et puis, il y a évidemment le droit à respecter. Et puis, là, entre deux, se situe la pratique des juges, en fait. Et justement, il y a une question aussi d'efficacité, de célérité, de respecter des délais, d'être assez rapide. Et là-dessus, les juges ne vont pas nécessairement aussi entendre les enfants pour des questions aussi de disponibilité, en fait. Ils n'ont peut-être pas non plus toujours le temps. Mais par contre, s'il y a des problèmes tels que ça impacte négativement l'enfant, que son intérêt est menacé, là, à ce moment-là, il y a toute une armada de dispositifs qui peuvent être déployés. Et puis le plus souvent, justement, c'est une curatelle de représentation, c'est des enquêtes sociales qui sont confiées au service de protection de l'enfance pour établir un petit peu le cadre, c'est des services aussi psychosociaux, des accompagnements psychosociaux qui sont mis en place. Mais tout ça, en fait, souvent, prend énormément de temps. Et puis c'est là, nous, ce qu'on voit dans les dossiers, en fait, c'est que dans les cas, mais qui sont minoritaires quand même, vraiment, mais dont on parle le plus, donc les cas les plus conflictuels, là, ça devient extrêmement compliqué. Parce qu'il y a toutes ces temporalités très différentes qui s'enchevêtrent entre, d'une part, la temporalité de la justice, qui a ses propres logiques, ses propres disponibilités, ses propres contraintes, et puis celle des autres acteurs publics qui peuvent intervenir, où le juge ou la juge va demander un rapport, mais ça va mettre 6 mois à être produit, ensuite il s'est reçu, il faut trouver une date d'audience, et puis les avocats des parties ne sont pas disponibles, et ça crée des situations extrêmement compliquées. Et c'est encore une fois de celles-ci qu'on parle évidemment le plus, mais il faut quand même le rappeler, les situations qui sont les plus minoritaires aussi. Merci beaucoup. Une autre intervention dans le public. Bonsoir, merci. Est-ce qu'il existe des soutiens pour les personnes divorcées et les enfants? Soutien au niveau économique, aide économique et psychologique. Merci pour cette question. Qui est-ce qui a des éléments de réponse? Ne vous battez pas. Est-ce que Fiona? En fait, cette question, elle va aussi vraiment dépendre dans quel canton en fait, vous habitez et puis qu'est-ce qu'il y a comme offre, à la fois associative et puis offre publique dans votre canton. Mais effectivement, en fait, c'est une question importante, en fait, la question des soutiens et notamment des soutiens économiques, parce que justement, le divorce, ça appauvrit. Et puis là-dessus, les statistiques aussi, l'OFS le montre. Je veux dire, le divorce, ça appauvrit les deux parties du ménage, effectivement, parce que les charges augmentent quand on se sépare. Il n'y a pas de magie. Il faut prendre 2 appartements, 2 voitures. Enfin, je sais pas. Toutes les charges augmentent, alors que les revenus n'augmentent pas. Mais par contre, l'impact économique est beaucoup plus fort pour le parent qui a la garde des enfants. Donc, tendanciellement, évidemment, les mères. Et puis, là-dessus, on voit que en fait, le parent qui a la garde des enfants a 20% de chances de tomber dans la pauvreté. Donc, c'est vraiment un véritable risque économique, vraiment, le divorce ou la séparation quand on est une femme et qu'on s'occupe de ses enfants et qu'on renonce, justement, à exercer une activité lucrative. Et puis là, en fait, il y a les services sociaux.
Et donc on a aujourd'hui à peu près 25% des mères de famille monoparentales qui émargent à l'aide sociale, avec tout ce que ça implique aussi de contraintes. Et là-dessus, il y a quand même en Suisse une grande inégalité entre les parents gardiens et non gardiens. C'est que justement la charge économique, elle repose beaucoup plus sur les parents gardiens. Et que même si on en parlait avant, la question de la solidarité économique, même quand on se marie, en fait on accepte quand même de mettre en commun ses revenus, même si sous le modèle de la séparation aux acquets, on gère son propre portefeuille, son propre compte en banque si on veut, son propre salaire, mais on accepte quand même l'idée, en tout cas on le signe, peut-être on s'en rend pas forcément compte, qu'une fois au moment de la séparation, on restera solidairement, économiquement solidaire. Mais là, sur cette question des séparations, quand il y a peu d'argent et que les populations, quand il y a une précarité, une fragilité, il y a une inégalité en Suisse qui a été introduite en fait par la pratique du tribunal fédéral. C'est qu'en fait, à la fois le tribunal fédéral et le conseil fédéral aussi ont valider cette pratique. Ils disent vaut mieux un parent à l'aide sociale que deux. Et en fait, ce qui se passe, à mon avis, en 1995, c'est qu'en fait, on dit il y a un parent gardien, donc l'autre parent doit contribuer quand même à l'entretien de l'enfant par le versement d'une pension pour couvrir les besoins matériels de l'enfant qui est pris en charge par le parent gardien. Mais on va d'abord voir si le parent non gardien a les capacités économiques de le faire. Et si c'est pas le cas, si la pension elle entame en fait sa capacité économique, son minimum vital, à ce moment-là, on va renoncer à lui imputer une contribution d'entretien. Ce qui a pour effet, mécaniquement, c'est un des vases communicants, ça a pour effet de reporter toute la charge de l'entretien de l'enfant unilatéralement sur les épaules du parent gardien, encore une fois majoritairement les femmes. Donc c'est ça aussi qui les expose à un risque de pauvreté. Donc, pour répondre à votre question, ça va dépendre des cantons. Et puis moi je pense qu'il n'y a pas assez justement de soutien et puis qu'il en faudrait beaucoup plus. Et puis disons moi je plaide un tout petit peu pour se décentrer un tout petit peu de ces questions de litige sur la garde un petit peu sensationnelles et puis traiter un peu plus ces questions économiques qui sont extrêmement psychologiques là-dessus. Moi, je suis un tout petit peu démunie pour vous répondre, par contre. Psychologique, cette deuxième partie. Est-ce que quelqu'un a un élément de réponse sur un soutien psychologique qui est disponible pour les personnes qui divorcent ou peut-être même les enfants, suivant quoi, dans ce genre de situation ? À ma connaissance, il n'existe pas de dispositif, en tout cas vraiment destiné à un soutien psychologique des femmes ou enfants divorcés. Après, éventuellement, auprès des services de protection de la jeunesse, il y aurait une possibilité, mais à l'heure actuelle. C'est une idée comme ça, mais il me semble qu'il n'y a en tout cas rien qui est vraiment dédié spécifiquement à ça. Rappelons peut-être que les différentes intervenantes qui sont ici ont des domaines de compétences qui sont divers, variés et qui ne peuvent malheureusement pas répondre à toutes vos questions, mais qui apportent beaucoup d'éléments très intéressants. Une autre intervention dans le public. Oui, moi j'ai une question pour Sylviane. J'ai vu qu'elle avait écrit le texte de la pièce et je me demandais comment elle avait fait pour écrire ce texte, si elle avait entendu beaucoup d'enfants parler de ce problème ou bien si elle avait imaginé cette histoire ou bien comment s'est fait l'écriture de ce texte en fait. Alors, quand je pars sur un sujet, je me documente évidemment toujours. Je lis autour du divorce, je lis que ce soit des histoires, des fictions qui traitent de ce sujet. Et je crois que c'est une phrase de Françoise Dolto, qui disait ce qui fait des drames dans l'avenir, c'est ce qui n'a pas pu faire de drame étant petit, ce qui n'a pas pu être dit et éprouvé. Et elle a raison, Dolto. C'est-à-dire que c'est tout à fait du bon sens. Moi, je pars du principe qu'il faut dire les choses, qu'il faut exprimer les choses. Et en fait, je suis partie dans cette histoire, en imaginant mon histoire de cette petite fille. En fait, elle subit la tension entre les parents et à un moment donné, en fait, il y a une crise des parents plus violente qu'une autre. Enfin bref, et la petite fille, elle se protège un petit peu à l'intérieur. C'est de nouveau imagé comme ça, cette histoire de crise. En fait, je la transpose évidemment, je la théâtralise et on a l'intérieur de la petite fille qui est comme cassé, comme si les couleurs étaient devenues fades et puis tout à coup on se dit mais zut, qu'est-ce qui se passe? Et puis il y a le cœur qui s'affole et puis comme une crise de panique en fait. Et puis les neurones se disent bon ben on va aller voir le cœur, c'est clair, c'est lui, c'est lui toutes nos émotions, c'est lui qui vit les choses, faut qu'on aille le voir, il est en souffrance, donc ils descendent à travers les veines, les artères, c'est tout un périple. Ils arrivent vers le cœur et le cœur il dit mais pas du tout, moi je suis une pompe, je fais que de pomper, moi c'est des fausses idées, c'est depuis Aristote qu'il y a un malentendu parce que Aristote avait dit que le cerveau ne servait qu'à refroidir le corps et que le cœur était le centre des émotions. Et en fait maintenant on le sait, Hippocrate l'avait déjà dit, c'est le cerveau le centre des émotions. Enfin bref,
bref, et donc ils disent un peu déçus, ils remontent et ils passent par la trachée. Et dans la trachée, je vous spoil un peu le spectacle, mais il faudra venir quand même. Dans la trachée, en fait, ils tombent sur une boule, un truc qui coince dans la gorge. Ils se disent, mais qu'est-ce que c'est que ce truc et tout ça? Ils appellent le cerveau. Le cerveau dit, écoutez, on a entendu parler d'un mythe. C'est la police de la glotte. C'est en fait cette police qui dit, enfin qui réglemente ce qui peut se dire et ce qui ne peut pas se dire. Et donc, écoutez, essayez de pousser cette chose vers le haut. Donc, ils poussent ce bouchon qui est coincé. Et là, on entend la petite fille, donc la voix off de notre héroïne, qui lâche tout, qui dit, j'en ai marre, j'en peux plus, vous arrêtez pas de vous disputer, etc. Vous vous comportez comme des enfants, mais les enfants, quand ils se disputent, eux, ils sont punis, vous pas. Enfin bref, elle balance tout. Et à partir de là, une fois qu'elle a dit qu'elle a pu sortir des trucs, eh ben, l'intérieur redevient joli. C'est-à-dire que c'est comme si, évidemment, on disait, les enfants sont les victimes collatérales. C'est une histoire de grand, le divorce. Le divorce, ça concerne, voilà, et les enfants ne font que de subir cette histoire-là. Mais au moins, enfin, à mon sens, je me disais, elle peut dire ce qu'elle ressent, elle peut dire ses émotions. Et ça me semble important. C'est ça que j'avais envie de dire aux enfants, en fait. Si vous êtes dans des situations qui vous conviennent pas, exprimez-vous, dites-le, parlez. Et ensuite, évidemment, ma pièce ne résout pas le truc. C'est-à-dire qu'après, on apprend à vivre avec cette vie, cette nouvelle vie. Alors déjà, les parents font « Oups, on n'avait pas vu que tu ressentais tout ça, etc. Oui, tu as raison, ça va pas entre papa et maman, etc. » Prennent une décision, puis ensuite, on vit la fin de la pièce où on est dans comment on s'organise, en fait. Et cette vie qui est un peu compliquée, avec 2 maisons, avec comment je m'organise, c'est embêtant, il y a le pour, il y a le contre, enfin, il y a de deux et une nouvelle vie qui commence, en fait. Et si vous êtes intéressé, je crois que sur les tables, il y a des flyers pour cette pièce, Mes 2 brosses à dents, qui sera jouée donc à Nuit Tony. Je m'excuse, Lauriane. Oui. Est-ce que je peux juste, parce que juste en cherchant pendant quelques secondes, j'ai trouvé qu'il existe, pour répondre à Madame devant, il existe à Fribourg, à l'Office familial, un espace de parole et de coaching pour personnes séparées, apparemment, qui s'appelle Ma vie après. Merci beaucoup pour ces recherches, ce complément d'information. Et on passe la parole encore au public. Alors, bonsoir. C'était pour dire qu'il y a l'office familial. Très bien. Bon, alors... Non, c'est effectivement une médiation qui aide à dégrossir un petit peu les aspects initiaux d'une séparation avec dégrossissage des aspects juridiques, financiers. C'est relativement pratique, mais ça reste succinct et probablement... c'est aussi pas gratuit, mais c'est un prix anecdotique vis-à-vis d'un coût d'un avocat. Merci beaucoup pour ce complément. Est-ce que dans le public, il y a d'autres interventions ? Tout à l'heure, on a parlé donc de ces situations qui sont conflictuelles, qui sont une minorité des cas. Ça se passe quand même parfois pas trop mal, ces divorces. Il en est justement question dans la pièce Mes 2 brosses à dents. Comment ça se passe alors quand un divorce se passe bien dans la tête d'un enfant ? Bon, alors moi, dans ma pièce, évidemment, le divorce, après, je pense, j'ai vraiment cette situation où la petite fille est presque plus adulte que ses parents se comportent mal, enfin, c'est vraiment plus eux les enfants, et elle prend tout à coup en disant, maintenant ça suffit, il faut divorcer, enfin, vous êtes en train de vous séparer. Elle se rappelle en fait d'un cours de son prof qui parlait des plaques tectoniques au fond des océans, et ces plaques tectoniques se séparent petit à petit, centimètre par centimètre, et puis tout à coup, il y a du magma qui sort et le magma s'échappe et au bout d'un moment ça forme de nouveau une cicatrice au fond. Elle se rappelle ce cours en fait et de nouveau le théâtre en donne des images mais c'est un peu ça, c'est que petit à petit ce couple s'est séparé, ça a formé ces disputes, ces tensions et tout ça et puis maintenant il est temps de refaire une cicatrice et puis de reconstruire après mais il y a quand même des émotions. C'est plutôt dans la tête d'un enfant quand un divorce se passe, même s'il y a beaucoup d'émotions avant, pendant, après. Je pense que de toute façon, dans un divorce, il y a des émotions, il y a un deuil, c'est-à-dire qu'il y a de la souffrance. Je ne sais pas s'il y a des enfants, après, je ne m'y connais pas assez non plus, et puis j'ai pas Mais est-ce qu'il y a vraiment des enfants qui se réjouissent en disant « Youpi, mes parents divorcent ?» J'ai lu un livre comme ça, d'ailleurs, qui traite un peu le sujet avec la rigolade, avec l'enfant qui est super content. Mais je crois que de toute façon, c'est une blessure, c'est quelque chose qui doit... c'est un deuil, le fait de changer. Il y a un changement, voilà. Et ce changement, on passe par différentes émotions. Et il y a peut-être d'abord des émotions de colère qui doivent sortir ensuite. Enfin, comme tout processus, en fait, des émotions, il y a des étapes à suivre. Mais je pense que ça peut très bien se passer. Moi, je vis dans une famille recomposée, d'ailleurs, où ça se passe très bien. Et souvent, les gens me disent « Waouh, ça se passe bien chez vous ?» Je dis « Oui, mais
Ça peut vraiment. Et ça m'étonne plutôt que les gens disent « Ah bon, ça se passe bien chez vous, comment vous faites, etc. » Moi, c'est le « Ah bon » qui me choque plus, en fait. Je pense que ça devrait être une minorité de cas où ça se passe mal, mais des fois, j'ai l'impression que c'est la norme et plutôt des tensions. Après le divorce, encore des tensions. Alors que dans le fond, le mariage n'a pas marché, d'accord, mais réussissez au moins le divorce. Bon, ça, c'est personnel, mes réflexions, mais... On a une autre intervention dans le public. Oui, bonsoir. Je me demandais, moi, quelles étaient les raisons aujourd'hui pour lesquelles on se marie encore. Parce que moi, quand j'entends mes parents, ils me disent « Non, mais te marie pas, ça vaut pas la peine. » Et du coup, je me demandais, est-ce qu'il y a quelle partie à la religion là-dedans, quelle partie à l'économie là-dedans. Voilà, quelles sont les raisons pour lesquelles on se marie aujourd'hui. Qui a des éléments de réponse? Pourquoi est-ce qu'on se marie aujourd'hui? Moi, j'en ai pas, en fait. J'ai pas d'éléments de réponse, mais votre question, elle m'intéresse sous un autre angle. Et ça rejoint aussi l'intervention de monsieur au fond de la salle plus tôt. En fait, moi, j'aurais tendance à dire, effectivement, enfin, ça va dépendre de votre situation. Est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que vous en avez pas? Enfin, en termes d'intérêt et de bénéfices propres, évidemment. Et peut-être que les personnes se livrent à ce genre de calcul. Peut-être pas non plus. Peut-être que justement, il y a d'autres personnes qui placent leurs valeurs ou les aspects de religion en tête de leur choix, de ce qui motive leur choix. Je ne sais pas répondre à votre question. Moi, j'aurais tendance à dire, et puis ça ne va pas tellement peut-être vous surprendre si vous avez écouté tout ce que j'ai dit avant. En fait, moi, je conseille aux femmes de se marier aujourd'hui, si elles ont des enfants, très fortement. Parce que si vous êtes une femme en Suisse et que vous avez des enfants, vous avez très certainement beaucoup moins à la fin du mois sur votre compte en banque quand vous recevez votre salaire que votre mari. Et ça aura des impacts évidemment sur à la fois votre situation financière actuelle, sur votre situation financière aussi au moment de la retraite. Et justement, si vous vous séparez, vous êtes beaucoup plus protégé dans le cadre du mariage. Donc voilà, il y a beaucoup d'aspects, de raisons qui peuvent être placées selon les individus et puis leur trajectoire, leurs milieux sociaux, leurs valeurs pour motiver une décision. Moi, en tout cas, mon avis, je suis très féministe. Je suis tout à fait pour que tout le monde soit autonome, etc. Mais je n'oublie pas qu'on est dans une société inégalitaire et qu'aujourd'hui, le mariage offre des protections supplémentaires, en tout cas pour les femmes. Voilà. Une autre intervention dans le public. Bonsoir, merci. Juste une question par rapport au divorce conflictuel, je ne sais pas, par rapport à l'échantillon sur lequel vous travaillez. Sans préjugés, est-ce qu'on peut dire, par exemple, que les divorces conflictuels sont plus entre des Suisses, entre des Européens, entre des tiers-mondes en Suisse? Est-ce que vous avez fait une analyse statistique par rapport à ça? Est-ce que vous êtes penché sur cet élément-là, l'origine des couples qui divorcent? Est-ce que vous êtes penché sur cet élément-là, l'origine des couples qui divorcent? Aurore. Alors, c'est une des questions qu'on s'est posées aussi dans le cadre de nos recherches. Pour l'instant, on peut difficilement vous donner une réponse claire parce que on n'a pas encore vraiment traité cet aspect au niveau statistique. Après, on a aussi, comme on travaille dans des dossiers de 1960 à 2020, et il y a quand même toute une partie de notre échantillon qui n'est pas vraiment concernée par cette question parce qu'on rencontre très peu de couples binationaux ou de couples d'origine étrangère. Mais c'est vrai qu'on va s'y intéresser pour les années surtout 90 où ça commence un petit peu, puis 2005-2020. Mais après, de prime abord, il me semble qu'on peut difficilement dire qu'il y a vraiment une différence entre des couples suisses ou des couples étrangers en la matière. Vous êtes justement en train d'analyser 1 millier de dossiers de divorce. Comment est-ce qu'ils ont été choisis, ces dossiers-là, plutôt que des autres? Est-ce que ça a été vraiment fait aléatoirement ou alors c'était dans l'idée d'avoir un échantillon assez représentatif de la population? Comment est-ce que vous avez défini ce millier de dossiers? Alors déjà, on a choisi 2 tribunaux. On a choisi le tribunal de Lausanne et le tribunal de la Sarine. Et à Fribourg, pour les années 1960 et 1975, on a pris l'ensemble des dossiers parce qu'il y en a très peu. Pour 1960, à Fribourg, il me semble qu'on a à peu près 45 divorces. Et puis pour 75, on en a tout juste le double, donc voilà. Pour le canton de Vaud, on avait déjà beaucoup plus de dossiers. Puis là, on a fait un échantillon aléatoire, c'est-à-dire que sur l'ensemble des dossiers de divorce d'une année précise, on en a pris 1 sur 2 ou 1 sur 4 en fonction des années et du nombre total de dossiers pour arriver à environ 100 dossiers par année qu'on a choisi. Et qu'est-ce que vous allez démontrer avec tout ça, avec cette recherche? Alors oui, il y a quelques éléments que vous allez ressortir, mais qu'est-ce que vous aimeriez démontrer? On veut démontrer plein de choses, en fait. Comme quoi?
Le projet en lui-même, il s'intéresse à la reproduction des inégalités sociales et des inégalités de genre par la procédure de divorce. Et on voudrait montrer, l'une des hypothèses principales, c'est que malgré qu'il y a eu un changement de régime entre ce divorce pour faute et ce divorce par consentement mutuel, il y a quand même une reproduction et une continuité dans les inégalités. C'est un peu l'objectif principal. On a une intervention encore dans le public. Oui, moi je voulais savoir s'il y a une société modèle pour l'union des gens et les conséquences de l'incompréhension. Parce que vous sembliez dire qu'en Suisse ou dans le canton, on n'est pas très avancé dans la manière de traiter les différences et des choses comme ça. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des sociétés modèles, des fonctionnements modèles vis-à-vis du divorce, de l'union des gens et des divorces? Merci. Alors, quel pays, quel gouvernement qu'on aimerait peut-être suivre, Fiona? Alors, en fait, comment dire, ça dépend aussi de qu'est-ce que vous pensez qui est bien comme société. Et puis ça, c'est une question politique. Et puis là-dessus, on sera pas forcément d'accord. Les partis politiques sont pas forcément d'accord. Ce qu'on peut voir et ce que nos enquêtes peuvent montrer, en fait, c'est quelle forme d'organisation mène à quel type de société et quel type d'inégalité, pardon. Et puis à partir de là, on peut dire, nous, on est plutôt pour un modèle super conservateur et super traditionnel, mais qui offre peut-être plus de protection, pour certaines personnes. Et puis, au contraire, non, on est pour un modèle ultra-libéral. Et puis, ça peut fonctionner aussi bien. Par exemple, au Québec, c'est les champions, par exemple, des unions libres. 3/4 des parents québécois et québécoises ne sont pas mariés. En fait, on est dans un autre système. On parle, évidemment, nous, notre référentiel aussi, c'est les pays de l'OCDE, c'est l'Occident, mais évidemment, il y a d'autres formes d'organisation sociale. Aujourd'hui, moi, j'ai de la peine, en tout cas en tant que sociologue, à dire ce qu'il faudrait faire, mais par contre, on peut justement informer sur les conséquences de ce qu'on est en train de faire et puis de ce qu'on est en train de décider. Et moi, j'aurais tendance à dire, on va pas aller contre la marche des choses. Cette flexibilisation des unions conjugales, disons, elle est actée. On voit aujourd'hui justement qu'il y a ce souci plutôt d'encadrer la parentalité. Moi, je trouve que si je pouvais donner mon avis ou un conseil aux décideurs publics, aux législateurs, c'est au fond de passer beaucoup moins de temps sur la question du divorce et puis de penser plutôt au soutien à la parentalité en général et puis soutenir les parents et puis introduire des politiques sociales, des politiques familiales pour soutenir. C'est dur d'être parent, c'est pas facile. Non mais voilà, en fait, pourquoi ce serait au moment du divorce, toute l'attention elle est portée au moment du divorce. Et puis là-dessus, moi, il y a plein de raisons, mais disons là-dessus, c'est aussi politiquement un trend en ce moment, c'est vendeur. Tout le monde est pour l'intérêt de l'enfant, tout le monde est pour le bien de l'enfant, tout le monde se fait les porte-parole de l'enfant, c'est super. Mais moi, je pense que le problème à traiter, c'est pas seulement le moment du divorce, et puis c'est pas seulement la question, justement, toute l'attention est focalisée sur la garde, sur est-ce qu'on a bien entendu l'enfant. Non, moi je pense qu'en fait, on devrait mettre aussi des moyens et de l'attention au soutien à la parentalité, simplement, et aux politiques familiales, au congé paternité pour que les pères s'impliquent. Voilà. Donc moi, en tout cas, j'ai peut-être pas répondu à votre question, mais en tout cas, c'est ma réponse. Merci beaucoup. On a encore une autre intervention dans le public. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup pour tous ces échanges. Je voulais juste revenir, il y a une émission Grand Bien vous fasse sur France Inter il y a une semaine, il y a Ali Rébéi qui a fait quel est le véritable impact du divorce sur les enfants. Donc je vous recommande si jamais. Et puis en fait, justement, on parle beaucoup des enfants donc quand ils sont encore à charge. Mais moi, mon intervention, elle se porte sur les enfants qui sont en fait à l'âge adulte, avec des parents qui divorcent quand ils sont en fait à la retraite, et donc aussi potentiellement des états de santé qui peuvent se dégrader quand l'un des deux décide de partir. En fait, il impute à l'enfant de quelque part reprendre un peu cette charge-là. Et du coup, dans les actes de divorce, c'est ce qui a, disons, une manière de protéger, parce que finalement, c'est toujours de près ou de loin des victimes un peu collatérales de cette séparation. Et voilà, est-ce qu'il y a des actes au niveau juridique pour un peu que tout repose pas sur les enfants, en fait. Merci pour cette intervention. Est-ce que Julia, peut-être, en étant spécialiste du droit privé, des éléments de réponse à apporter pour ces enfants qui doivent gérer, qui sont là en tout cas pour le divorce de leurs parents? En fait, c'est aussi un peu une question de soutien entre familles. Si on a des parents avec des difficultés de santé qui sont peut-être déjà âgés, puis l'autre part, c'est pas facile à répondre parce qu'en fait, je veux dire,
justement, on est parti de cette notion de faute. Donc on peut se divorcer, on ne s'intéresse pas à la motivation. Donc même s'il y a cette charge qui est là, qui passe à l'enfant, ça ne nous empêche pas de nous divorcer. Mais est-ce qu'il existerait un article de loi ou une clause qui pourrait, d'une certaine manière, comme vous le dites, protéger l'enfant adulte pour qu'il n'ait pas à porter sur ses épaules cette charge, ou alors c'est des accords vraiment qui doivent être trouvés? Non, je crois pas, parce que de toute façon, il y a cette charge de prendre soin des parents aussi, de sa famille, même si les parents sont pas divorcés, si certaines conditions sont remplies. Mais non, je vois pas de disposition qui pourrait... Cette charge, ou alors c'est des accords vraiment qui doivent être trouvés? Non, je crois pas, parce que de toute façon, il y a cette charge de prendre soin des parents aussi, de sa famille, même si les parents sont pas divorcés, si certaines conditions sont remplies. Non, je vois pas de disposition qui pourrait empêcher une telle situation. Ouais. Peut-être que quelqu'un d'autre... Merci pour cette réponse. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à compléter, ou même dans le public, si vous avez des connaissances en la matière, compléter? A priori, peut-être pas. Une autre intervention? Alors, je ne sais pas ce que coûte une procédure de divorce, mais y a-t-il une participation de l'État? Dans les années 80, j'avais une collègue de travail suédoise qui me disait que son divorce était pris intégralement. Donc, est-ce qu'il y a des avancées en Suisse, un peu comme dans les pays scandinaves? En fait, en Suisse, l'organisation des tribunaux, elle relève de la compétence des cantons. Donc en fait, chaque canton peut organiser ses cours et puis fixe aussi ses tarifs. Puis peut avoir des cours plus ou moins spécialisés en droit de la famille, etc. Je ne sais pas les tarifs à Fribourg. En tout cas, dans le canton de Vaud, aujourd'hui, les frais judiciaires, à moins qu'ils aient changé ces 2 dernières années, ça se monte à 1 400 francs pour un divorce par consentement mutuel, où justement vous arrivez avec une convention et puis la ratification. Et je crois à 3 000 francs dans un divorce sur demande unilatérale. Et puis par contre, tout ce qu'on appelle les procédures de mesures de protection de l'union conjugale, elles sont gratuites dans le canton de Vaud. Je crois qu'elles sont payantes à Fribourg, mais il faudrait vérifier. Donc voilà, les coûts, en tout cas des frais judiciaires, votre participation, disons au fonctionnement de la justice, ils existent. Et par contre, selon votre situation financière, ils peuvent être justement avancés, ou même parfois, je pense, annulés. Et ça, c'est une chose. Et puis l'autre chose, c'est l'assistance. Le fait que vous avez droit en fait à une représentation d'un avocat ou d'une avocate. Et puis si vous ne pouvez pas vous le permettre, en fait, dans les cantons, il y a des systèmes d'assistance judiciaire où là, en fait, l'État va avancer justement la somme à l'avocat ou à l'avocate. Et puis, il y a aussi souvent un accord où les avocats et avocates acceptent aussi de travailler à un tarif moindre, en fait, que ce qu'ils pratiquent d'habitude. Dans le canton de Vaud, c'est 180 francs de l'heure, alors que des avocats de la place lausannoise, c'est plutôt 350 à 400 francs de l'heure, usuellement. Et puis, vous, en tant que justiciable, vous allez payer à peu près 50 francs par mois d'acompte. Et normalement, vous devez quand même rembourser la totalité des frais. Parfois, je sais que ces dettes peuvent être tomber un petit peu dans l'oubli. Donc oui, il y a des systèmes pour rendre la justice plus accessible, parce que justement, en Suisse, on a décidé de ne pas déjudiciariser le divorce. En France, vous pouvez divorcer chez le notaire, par exemple. En Suisse, on doit passer devant la justice, mais passer devant la justice, c'est compliqué, parce qu'on n'a pas les codes, parce que voilà, on sait même comment ouvrir une procédure, en fait, écrire un courrier, enfin, c'est tout un langage, c'est pas facile. Donc oui, il y a de l'assistance judiciaire, mais il faut encore passer cette étape et puis la demander. Et puis justement, ça c'est aussi quelque chose, c'est qu'en fait, les procédures, ça peut décourager les justiciables. Ça peut aussi décourager, et ça peut être aussi une cause pour laquelle des couples ne divorcent pas. Ça, c'est aussi une réalité de la complexité des procédures judiciaires, et l'accès à la justice est un véritable enjeu aussi. Merci beaucoup pour cette réponse. Une autre intervention dans le public. Oui, tout à l'heure, on parlait des inégalités justement après le mariage, avec le parent qui garde et puis la personne qui garde moins l'enfant. Est-ce que la pension, que dans mon cas par exemple c'était mon père qui donnait une pension à ma mère, est-ce qu'elle réparerait pas un petit peu cette inégalité-là? Bien, est-ce que ça l'empirerait aussi quelque part? Parce que si on regarde le cas de mon père était dans une situation où il n'avait pas du tout beaucoup d'argent, et ma mère aussi. Donc ils étaient les deux pas très bien. Et puis aussi, deuxième question, comment est-ce qu'on décide justement le montant de la pension justement? Est-ce que c'est celui qui va garder l'enfant qui va dire voilà, j'aimerais 3 000 francs par mois? Bon, j'exagère, mais voilà. C'est l'avocat ou quelqu'un comme ça? Est-ce que c'est en fonction du revenu, par exemple? Merci. Merci pour cette question. Alors, cette question de la pension alimentaire qui pourrait adoucir, aplatir un peu ces inégalités dont avait parlé notamment Fiona, est-ce qu'elles sont là justement pour réduire ces inégalités qu'il y a actuellement dans
En fait, disons, par rapport aux enfants, disons, le divorce, il n'est pas là pour rendre les choses égalitaires. Enfin, il est là, en fait, quand il y a des enfants, la procédure, elle est là pour garantir que l'enfant il soit pris en charge, que ses parents ils s'occupent de lui d'une manière ou d'une autre et qu'ils contribuent à sa prise en charge. Et du coup, ça peut être une contribution par sa prise en charge effective, le fait de l'avoir à la maison, qu'en fait, on s'en occupe, on va le chercher à la fin de l'école, on l'amène chez le dentiste, ou ça peut être une contribution financière par les coûts qu'un enfant génère. Un enfant, ça coûte cher, parce qu'il faut payer, il y a sa chambre dans l'appartement ou dans la maison. Voilà, c'est vraiment une charge de ce point de vue-là. C'est pas négatif ou péjoratif ce que je dis. Et donc, ce que je disais avant, c'est que, évidemment, le mode de répartition quand même encore semi-traditionnel en Suisse fait que c'est plutôt encore les mères qui s'occupent des enfants, que ça se reproduit au moment du divorce, et puis que c'est plutôt les pères qui vont être appelés, en tout cas, à payer une contribution d'entretien pour couvrir, encore une fois, les besoins économiques des enfants. Et puis là-dessus, en fait, il y a des méthodes de calcul. C'est pas qu'une question de prétention que ce que l'autre ou les mères aimeraient. On se base sur les coûts effectifs de ce que coûte un enfant, mais on se base aussi sur le disponible, encore une fois, sur la capacité financière du parent non gardien, donc des pères. Donc on va pas non plus, même si en fait l'enfant il devrait avoir sa contribution d'entretien, elle devrait se monter à 1500 francs, mais qu'en fait le père ne peut pas payer ces 1500 francs parce que ça entamerait son minimum vital, c'est ce que j'ai dit avant, mais qu'il peut payer 1200 francs seulement, il paiera 1200 francs seulement, et puis ce sera à la mère de se débrouiller pour les 300 francs qui restent. Et puis là-dessus quand même, on a un peu cette représentation, mais qui est erronée, en réalité, que la situation financière des pères elle serait plus mauvaise. C'est faux. C'est faux d'un point de vue du risque de pauvreté, mais c'est aussi intéressant, l'Office fédéral de la statistique fait aussi des enquêtes par sondage. Ce qui est intéressant, c'est que les pères s'en rendent compte aussi parce qu'ils ont les représentations subjectives du risque de pauvreté, mais aussi de satisfaction économique chez les pères divorcés, elle est à peu près similaire à celle de la population générale, en fait. Alors que chez les mères divorcées, elle est en deçà de la population générale. Donc, disons, c'est très concret que la situation financière, elle est beaucoup plus négativement impactée chez les mères. Et peut-être c'était aussi le cas dans votre cas personnel ou pas, je ne sais pas. Merci beaucoup pour cette réponse. Merci pour cette intervention. Ce sera la dernière de la soirée, puisqu'il est déjà 19h30, un peu passé. Ce café scientifique est donc terminé. Merci à vous toutes et tous dans le public d'avoir participé, d'avoir écouté, d'avoir pu échanger aussi autour de cette thématique. Merci aux intervenantes, Aurore Muller, Fiona Friedli, Julia Reidi, Sylviane Thiel. Merci beaucoup à vous quatre d'avoir été avec nous ce soir. Cette discussion vous a-t-elle soufflé de nouvelles idées ? Y a-t-il des sujets que vous aimeriez voir abordés durant l'un de nos cafés ? N'hésitez pas à les partager avec nous en écrivant à communication@unifr.ch. Et retrouvez-nous le 23 octobre 2024 à 18h au Nouveau Monde pour notre prochain café scientifique « Prison, faire face au barreau » ou sur cette chaîne dans les jours qui suivent.